Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Vige qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ avec la Major Ilialana, Major à la section de liaison de la division terrestre de l'armée de la Prakanda Senamuka. Comment allez-vous, Ilialana? Bonjour à vous, je vais bien, merci beaucoup. À vous aussi. Mais que oui, absolument, plutôt deux fois qu'une. Eh bien, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle entrevue avec, Ilialana. Pour cette 43e, j'ai un petit peu de mal avec la 42, la 43e passe mieux. Voilà, donc pour cette 43e, j'ai sélectionné 2, 4, 5, 6, 7, 8 questions et demie, parce que bon, j'ai rassemblé 2 questions de 2 intervenants différents qui finalement se rejoignent et qui appellent à des précisions concernant vos déclarations Ilialana au sein de la vidéo 38. Ça a remué un peu les esprits, là, cette histoire de nécessité de couper avec le passé. Ça a bien intrigué, ça. On verra ça le moment venu. Alors, vous êtes prête? On peut commencer? Oui, je suis absolument prête. Et on peut commencer, effectivement, mais je suis contente finalement de pouvoir revenir sur cette question du coupage avec le passé, parce que je peux comprendre que ça puisse déconcerter un peu, et pouvoir apporter peut-être des éléments un peu complémentaires à ce qui a été dit au départ, ou encore qui me semble avoir été exhaustif, mais enfin, sait-on jamais. Ça peut être une bonne chose, parce que c'est vraiment déterminant. Enfin, on verra ça le moment venu. Pour l'instant, je vous écoute. Ok, on est parti alors. Alors, première question de Stéphane. Bonjour, cher Ilialana, cher intervieweur. Est-il vrai que les cochons domestiques sont croisés génétiquement avec de l'ADN humain et de l'ADN de sanglier? Si oui, cela est-il destiné à rendre malade le mental, à créer une dépendance? Alors oui, ça date un peu, mais c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Il y a du gène humain qui se balade de génération en génération au sein des cochons domestiques, les cochons roses. Destiné à rendre malade le mental, créer une dépendance, non. En fait, l'objectif de l'ennemi a toujours été, et depuis aussi loin qu'on puisse le savoir, l'ennemi a toujours souhaité rendre l'humain anthropophage. C'est quasiment, je dirais, un fantasme obsessionnel. Donc, en préparant le terrain et en ajoutant du gène humain dans le cochon et en favorisant sa consommation, eh bien, il a été espéré que l'humanité qui consommerait donc le porc, la chair de l'animal, accentue sa tolérance inconsciente et sa sensibilité au goût de la chair humaine. En l'occurrence, nous savons, pas parce qu'on l'a goûté nous-mêmes, forcément, mais parce que, l'anthropophagie existe, évidemment, et donc, par rapport à leur ressenti, nous le savons, que la chair humaine, en fait, a la texture du bœuf et le goût du porc. Voilà. Bon, c'est pas très ragoûtant, mais... Donc, il y a quelque chose de quand même de relativement proche. Et l'objectif de l'ennemi est de faire en sorte qu'il y ait ce goût inconscient vers la chair humaine au sein de l'inconscient collectif, ce qui n'est pas le cas. Ça n'a jamais pris par contre. Mais il est vrai que l'ennemi a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. C'est comme pour les chips de pommes de terre. Il y a certaines marques de chips, pas un peu la plupart quelque part, qui intègrent du fœtus humain.
Oh, on n'a pas tué les bébés pour le mettre dans les chips, hein. Ça. En fait, disons que l'industrie de la cosmétique utilise également des extraits placentaires pour faire ces produits. Et forcément, c'est bourré de chromosomes, le placenta. Donc, l'industrie alimentaire s'en procure un peu, de temps en temps, surtout dans cette veine alimentaire-là, les chips. Et on intègre à sa recette, dans le même objectif, et à la demande de l'ennemi. Ah, c'est assez moche, hein. Vous n'avez pas fini d'entendre parler des manœuvres de l'ennemi. Il y en a, il reste encore beaucoup de choses à découvrir, hein. Un peu macabre toujours, mais bon, c'est comme ce qui s'est passé, il est nécessaire que ce soit su. Enfin voilà, bon, la réponse à votre question, Stéphane. Ah, ces gens-là sont charmants, il n'y a pas à dire. Hein. Ils sont affreux, charmants. Quelle horreur. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. On appelle ça une antiphrase. Cette manie de toujours dire le contraire de ce qu'on pense, c'est pénible, enfin. Vous connaissez assez bien le français pour savoir que ça se passe comme ça. Hein. Il n'y a pas qu'en français, d'ailleurs. Ça n'en reste pas moins pénible. Enfin bon. Bon, allez, deuxième question de Stéphane. Toujours dans le même registre, les grandes surfaces, plats préparés, charcuterie, etc. et les grandes chaînes de fast-food utilisent-ils uniquement de la viande animale? Ils disent que de la viande animale. Bien sûr que non. Évidemment non. Évidemment non. Non, il y a des analyses de chez McDo, par exemple, des analyses qui ont été faites par des labos qui sont arrivés, des labos indépendants, bien entendu, qui sont arrivés furtivement, prendre un repas chez McDo, ils ont prélevé un bout, ils l'ont analysé, manque de bol, ils ont découvert des vertes et des pas mûres dans cette histoire. Non, ils ont retrouvé du génome humain, ça c'est clair. Quelqu'un a retrouvé un doigt aussi dans un hamburger. Oui, peut-être que celui qui l'avait préparé à l'origine, avant la congélation, s'était coupé le doigt, hein, peut-être. Enfin, ça fait bizarre aux gens à la personne qui mangeait son hamburger, de tomber sur un morceau de doigt, quand même. Je crois qu'il n'est plus jamais allé chez McDo. On devrait généraliser ça dans les chaînes de McDonald's. Enfin bon, faudrait trouver la matière première aussi. Enfin, on a trouvé ça très drôle, comme quelque part. Ça n'est pas tellement, mais c'est vrai que la vie tutélaire qui était à côté de lui s'en est quand même beaucoup amusée. Ça faisait un moment qu'elle voulait absolument le dissuader d'aller chez McDonald's. Et pour le coup, elle a fait appel à d'autres forces de conjonction d'événements, et c'est lui qui a reçu le paquet de cadeaux. Elle était contente, du coup, mais le gars ne va plus jamais chez McDonald's. Non, il n'y a pas que de la viande animale, malheureusement. Non. Vous savez, avec l'ennemi, vous pouvez envisager le pire scénario. Vous serez jamais à la hauteur de la qualité de sa pensée macabre. Jamais vous ne pourrez arriver à sa hauteur. N'essayez même pas. En tout cas, les Edwige ont un sens de l'humour un peu bizarre, quand même, parfois. Mais non, ça n'a rien à voir avec le sens de l'humour. C'est le risible de la déconvenue de quelqu'un qui a la tête tellement dure qu'on n'arrive rien à lui faire rentrer. Et c'est vrai que face à une expérience comme ça, du coup, si vous aviez vu sa tête, enfin, moi j'y étais pas, on m'a transmis l'image, hein, je veux dire, mais alors, oh là là là, c'est vrai qu'il y avait de quoi rire, hein, quand même. Enfin bon. Non, mais c'est assez triste, je vous le reconnais. C'est assez triste. Mais bon. Il vaut mieux rire qu'en pleurer. Mais en attendant, cette vie tutélaire a obtenu ce qu'elle voulait. Il ne va plus jamais chez McDo. Et il en est devenu un sévère détracteur. Enfin bon. Ouais, heureusement, dans l'avenir proche, il y aura quand même de meilleures raisons de rire que ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu mauvaise farce. Ah, mais c'était tellement drôle de le voir. Enfin bref, faut pas s'éterniser là-dessus. Oui, on dit toujours que les Edwige rient quand elles sont heureuses. Là, on peut dire que finalement, c'était la joie d'avoir pu obtenir satisfaction et d'avoir sauvé la peau du gars qui a reçu son paquet de cadeaux. Disons que sa santé était vraiment en danger et que il fallait vraiment qu'il arrête. Là, pour le coup, il est encore en vie, heureusement. Bon, il a suivi quelques soins qui l'ont remis d'aplomb. C'est vraiment quelqu'un de bien, donc
c'est vrai que c'était un jour de fête, hein, quasiment. Pas pour celui qui a perdu son doigt, mais celui qui l'a retrouvé pour le coup. Ouais, enfin voilà. Voilà Stéphane, réponse à votre question. J'espère qu'elle vous aura satisfaite pour le coup, elle est croustillante celle-là. Hein. Allez, on passe à l'intervenant suivant, Fabrice, qui nous demande ceci. Bonsoir à vous deux. Pour compléter ma question de la dernière fois, vidéo 34, qui n'était peut-être pas très bien formulée sur la répression, entre guillemets. Je comprends bien que le basculement de paradigme, une fois le choc assimilé, devrait faire petit à petit contagion avec le plus grand nombre. Mais qu'en sera-t-il dans un premier temps des humains qui sont rivés à leurs addictions violentes et destructrices, telles que les drogués en tout genre, les cartels du crime, les organisations mafieuses, gangsters, etc. Peuvent-ils devenir boulangers ou charcutiers, avec un grand sourire? Et comment la répression s'adapte-t-elle, la répression entre guillemets toujours, s'adapte-t-elle dans la transition, ainsi que pour les personnes lambda qui enfreindraient les règles de façon plus ou moins importante, les Dvish étant avant tout des guerrières, donc à vocation première, martiale. Alors, développez-nous ça un petit peu, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on peut dire au départ, c'est que les personnes lambda qui enfreindraient les règles, on en a parlé la vidéo précédente, hein, donc là évidemment il y a, on est moins dans l'infraction et des problèmes que c'est susceptible de pouvoir poser que dans le problème de la connaissance de soi-même et de la mise au clair avec soi-même. Donc bon, si quelqu'un enfreint une loi, entre guillemets, on va dire ça au sens très large du terme, mais de façon totalement innocente, il sera contraint, gentiment, sympathiquement, diplomatiquement, il sera contraint d'apprendre ce qu'il ignore et qui a causé du tort, manifestement. Donc on lui demandera de se tenir très au courant de ça. On le condamnera pas pour l'infraction. C'est là qu'il faut comprendre. Il y a une dimension véritablement humaine dans la discipline visant à faire en sorte que les lois soient respectées, que les règles soient respectées. L'important ce n'est pas la loi, l'important c'est le résultat consistant à une vie organisée autour de gens qui soient parfaitement, ou le plus parfaitement possible, conscients de l'enjeu de leurs décisions, de leur connaissance d'eux-mêmes, et des enjeux qui découlent des interrelations entre les êtres. Les gens ne peuvent pas ignorer à ce point ce qu'ils sont, ni les conséquences de ce qu'ils expriment. Si on veut vivre dans une société véritablement équitable et équilibrée. La responsabilité qui est importante au niveau de la prise de décision, les paroles, les pensées, même les pensées, hein, les actes, ces responsabilités ne peuvent pas être assumées si on est complètement inconscient et ignorant de toute chose, de l'implication d'une chose ou d'une autre, de l'impact de ce que l'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait sur autrui. On peut pas. Donc l'important c'est vraiment faire en sorte que ce monde d'après fonctionne bien et non pas prendre la défense de la loi. La loi n'est pas ce qui doit être protégé. La loi est ce qui permet autant que possible de baliser le chemin de manière à ce que la civilisation des hommes et les êtres humains qui le constituent soient protégés. Que chacun individuellement soit protégé dans son intégrité et que l'ensemble le soit avec un comportement correct de la part de tout un chacun. Et celui qui ne sait pas se comporter correctement, on le lui apprendra. Avec gentillesse, hein, pas en lui tapant dessus, hein, ça sert à rien. Donc voilà, donc cette notion de répression, elle va exister obligatoirement parce que certaines manifestations, certains phénomènes ou certaines personnes nécessiteront qu'une répression soit exercée, surtout au départ. Hein. Après, ça disparaîtra naturellement. Mais là, on parle vraiment de la frontière entre l'ancien et le nouveau paradigme. Hein, j'ai dit une fois le choc assimilé et tout ça. Bon, effectivement, le nouveau paradigme, c'est pas un nouveau système politique, je le redis encore et encore, c'est pas un nouveau système politique, économique et social.
Ça, c'est la conséquence du changement de paradigme. Le paradigme en soi, c'est une manière différente de percevoir la réalité, plus vaste, plus claire, plus profonde. C'est quelque chose de profondément transformateur par rapport à la prise de conscience, justement, que représente l'incidence de toute chose. Donc, évidemment, ça fonctionnera pas par effet de contagion, mais tout le monde sera baigné dans cette énergie, dans cette ambiance particulière. Et il y aura une aisance quand même très nettement accrue dans la capacité de tout un chacun de voir les tenants et aboutissants de chaque chose, au lieu de le faire complètement au pif quasiment aujourd'hui. Donc, oui, enfin une forme de répression, effectivement, elle sera exercée si elle est nécessaire. Si quelqu'un fomente quelque chose, on va dire des résistants, hein, si une résistance devait éventuellement se mettre en place après l'instauration du nouveau paradigme pour tenter de lui faire échec, là, il risque d'y avoir de la répression, effectivement. Mais je pense pas que ça se passe vraiment comme ça, dans la mesure où on va se retrouver face à une situation où on sera un peu mis en face de quelque chose d'équivalent d'une sélection naturelle. Ça tient très fort à ça. À partir du moment, dans la nature, à partir du moment où un animal ne s'adapte pas à une nouvelle circonstance, un nouvel état, un nouvel événement, etc., il meurt. Obligatoirement, il meurt. Et la conscience collective de la groupe en question se met à jour par rapport à ça et permet de mettre au monde des représentants dans la matière qui soient plus adaptés que les précédents, de manière à pouvoir résister au nouvel événement, pouvoir s'y confronter, plus à l'aise, etc. Toutes les lois de la nature sont fondées sur ça, parce que c'est quelque chose de primordial dans la logique d'évolution. L'évolution, c'est pas une stase, c'est un progrès constant. Donc il faut rencontrer une résistance pour développer cette énergie du progrès, pour se dépasser, on va dire ça au niveau humain, c'est se dépasser soi-même. On est confronté à quelque chose, soit on s'y adapte, soit on disparaît. On est victime de cet état-là. Donc le nouveau paradigme, c'est pareil. Ce sera peut-être violent en termes de changement, parce qu'il sera vraiment radical. Et les gens qui seront incapables de s'y adapter, vraiment, disparaîtront obligatoirement. Les mafias, tout ça, ils pourront pas se maintenir, ils seront éliminés. Ils seront automatiquement éliminés. Quelqu'un qui est pris dans la consommation de la drogue, par exemple, les dealers ne seront plus là, hein, ils seront éliminés aussi, d'ailleurs, s'ils font pas volte-face. Les marchés alternatifs des produits, des stupéfiants et tout ça, les groupes mafieux qui travaillent pour produire les producteurs de ces substances ne pourront pas continuer, ils seront obligatoirement défaits. Les centres de production clandestins, on les connaît, hein, ils seront détruits de toute façon. Donc tout ça sera éliminé de la société. Alors être drogué, je veux bien, mais faut-il pouvoir se procurer la marchandise? Et il n'y aura pas un marché noir en parallèle qui permettra de fournir la clientèle pour encore plus cher. Ce sera pas possible, parce que de toute façon, dès qu'elle aura tendance à se mettre en place, si tant est que ce soit le cas, ce qui m'étonnerait un peu, mais admettons, eh bien là, en l'occurrence, sera réprimé, effectivement. Malheureusement, le drogué, entre guillemets, devra contraint et forcé se placer dans une logique de désintoxication, et s'il la supporte, il sera bien obligé de le dire. De toute façon, il n'aura plus l'occasion de replonger, puisque il n'aura plus accès à la chose. Maintenant, s'il ne supporte pas, et la désintoxication, et d'être plongé dans l'ambiance du nouveau paradigme, il disparaîtra aussi. C'est pas de la répression, là, c'est vraiment, c'est de la sélection naturelle, vraiment à 100%. Donc, voilà.
on n'a pas tellement envie de partir en chasse vers la police, au sens propre du terme, les débusquer. Non, ça instaure des climats de terreur, ça. Les gens qui nous verraient faire, on comprendrait pas forcément, d'autant plus qu'on serait susceptible de s'en prendre à des gens qui font magnifiquement illusion et que tout le monde prendrait potentiellement pour des gens bien, ce qui serait donc pas le cas dans l'exemple donné. Et on pourrait donc se heurter à une incompréhension profonde de la part des gens, en disant, les TI sont censés être si justes et tout ça, mais ce pauvre homme là, qu'est-ce qu'elles lui font, on sera obligé de se justifier, c'est pas le but non plus. Enfin, vous voyez, ça c'est de la pensée typique au temps de maintenant. Ce n'est pas la pensée conforme au nouveau paradigme. C'est un tout. Faut comprendre à quel point ce sera différent. La manière de penser les choses sera différente. Il y a des gens qui travaillent pour les mafieux et qui créent de la cocaïne, de la morphine, etc. Où il y a énormément de substances comme par exemple le LSD qui sont fabriquées par des laboratoires pharmaceutiques tout à fait officiels, mais qui sont protégés par le système parce que en marge de ça, de leur activité officielle, ils créent des produits qui alimentent le marché. La famille Bush, aux États-Unis, était était les leaders du marché de la drogue aux États-Unis et en Amérique du Sud. Leaders, c'était eux qui étaient à la tête de toutes les organisations mafieuses et toutes ces organisations leur étaient soumises. Le plus gros producteur actuellement de LSD, ce sont les laboratoires 112, par exemple. Voilà, on sait tout ça, mais ils se feront le moment venu, ne vous inquiétez pas, tout sera éliminé. Pour l'instant, ça fait encore illusion, on est obligé de garder cet état de stase, je l'ai déjà expliqué, hein, pour réorienter complètement la pensée collective de l'humanité vers complètement autre chose. Si on améliore la situation maintenant, les gens seront contents, n'iront jamais voir plus loin. On est obligé de leur reposer une résistance puissante pour que eux-mêmes déclenchent leur propre réflexe de résistance. Résistent à ça et passent à autre chose. Qu'ils développent en eux les ressources leur permettant de franchir la frontière vers le nouveau paradigme, c'est qu'ils ne le feront pas tout seuls de toute manière. Donc voilà, bon. Donc, si des gens sont à la tête d'organisations mafieuses, évidemment, ils ne pourront pas faire boulanger après. C'est pas possible. Ça leur sera impossible. Ils disparaîtront. D'une manière ou d'une autre, ils disparaîtront du paysage du royaume de Terre-Mère Gaïa pour longtemps, au minimum, voire pour toujours. De toute façon, ça, on ne le rencontrera plus, ça disparaîtra de fait, ce sera plus dans l'ordre des choses. Vous voyez, c'est, encore une fois, les gens, la majorité des gens voient ce nouveau paradigme comme un changement de régime politique et social, économique et, non. Forcément, ça changera à ce niveau-là aussi, puisque tout changera. Mais c'est pas ça qui changera. C'est pas ça qui est à l'origine du changement. Ça, c'est la première conséquence majeure au niveau civilisationnel. Mais l'enjeu est vraiment beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Hein. On peut difficilement se projeter dans un monde où on pense complètement différemment d'aujourd'hui. On ne peut envisager le monde de demain que en le pensant comme on pense aujourd'hui, évidemment. Et là, obligatoirement, ça biaise. Hein. Ça, on l'a souvent dit, hein, mais il faudra vraiment faire l'expérience pour se rendre compte de ce que ça représente vraiment. Mais oui, ça c'est certain. Mais je suis contente que les gens quand même posent des questions par rapport à ça, parce que ça veut dire que ça les intrigue, ils ont envie de comprendre. Quelque part, ils se fondent un peu aussi sur ces fameux 5 piliers de la perfection, hein, en disant ils aspirent à savoir comment ça va fonctionner, ils font l'effort d'essayer, ils posent des questions, ils réfléchissent, tout ça. Ils sont vraiment sincères dans cette approche-là, et ils sont obligatoirement détachés du résultat, parce qu'ils l'ont pas encore, ils peuvent pas s'y attacher. Et pour autant que le sens de l'humour soit là, je pense que ce sont des gens qui s'y intégreront absolument à merveille. Eh bien voilà décrit une excellente approche de la situation.
Bravo Elena, comme d'habitude. Alors, deuxième question de Fabrice. Sri Aurobindo et la mer ont anticipé ce changement vers une espèce, entre guillemets, nouvelle d'humanité, en créant, entre autres, Auroville, une ville tournée vers l'avenir comme une focalisation dans un espace sur Terre de ce processus évolutif. Si vous connaissez, qu'en pensez-vous? Et le nouveau paradigme verra-t-il l'habitat individuel, autonomie énergétique, de ressources, etc., obligatoirement disparaître au profit du collectif? Alors, Auroville et compagnie. Ouais, alors dans un premier temps, j'apporterai quand même la précision dont les gens sont pas, en général, ne sont pas informés. C'est que tant Sri Aurobindo que la mer étaient des aspects incarnés de l'absolu. C'était, on va dire, de préfiguration du couple sacré. Bon, il ne formait pas un couple en tant que tel à l'époque, mais c'était quand même le pôle masculin de l'absolu et le pôle féminin de l'absolu qui étaient réunis là. Donc eux sont parfaitement fiables. Et effectivement, leur projet, mais le projet a été mené à bien pour donner Auroville en âge de fer. Et que se passe-t-il quand on fait quelque chose en âge de fer? Eh bien, ça se pervertit immédiatement. D'ailleurs, en âge d'or, ça le faisait aussi, alors d'autant plus en âge de fer. Auroville, aujourd'hui, c'est un entre de perversion tourné autour de l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte, c'est du business à l'état pur. Ça ne vaut absolument plus rien. Il y a absolument plus rien à tirer de ça. Donc là, cette question-là est réglée. Par contre, l'habitat individuel, c'est vrai que ça aura tendance à être un peu collectif, parce que c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup de monde pour finir, et si chacun a une petite maison avec 10 hectares de terre autour, ça va faire grand, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Non, c'est-à-dire qu'il y aura disons, un élan de concentration des individus, des gens, déjà au niveau social, les gens ensemble, ça marche quand même plus ou moins bien, plus ou moins. Donc d'autant plus dans le monde qui vient. Les grandes cités existeront de toute façon, donc il y aura cet élan de rassemblement. Mais bon, si quelqu'un veut une maison individuelle et se débrouiller tout seul, de toute façon, autonomie énergétique. L'énergie sera accessible gratuitement. Donc, être autonome en énergie ou pas, c'est pareil, limite, le résultat sera le même quelque part. Mais oui, celui qui voudra être autonome énergétiquement, il pourra, il n'y a aucun problème. De ressources alimentaires, s'il veut faire son jardin, il pourra. De toute façon, au supermarché, où il n'y aura plus de produits de supermarché, où ce sont des petits commerçants ou des petits producteurs qui produiront de l'alimentation de manière parfaitement naturelle, sont eux qui occuperont les espaces des grandes surfaces à ce moment-là, que vous le cultiviez vous-même parce que vous aimez ça, parce que c'est une activité qui vous plaira, ou alors que vous alliez les acheter en supermarché, ce sera pareil, les produits seront les mêmes et d'à peu près de même qualité. Voyez, il y aura plus de différence réelle entre une situation et une autre. Toutes les situations seront quasiment identiques qualitativement, parce que il n'y aura que le meilleur de toutes choses qui sera rendu disponible à tous. Ça c'est quand même, c'est extrêmement important de le comprendre. Alors, celui qui voudra s'isoler, il pourra. Celui qui voudra cultiver ses légumes, il pourra. Celui qui voudra installer une éolienne ou un panneau solaire, il pourra. De toute façon, chacun sera à même de choisir à quoi il voudra que sa vie ressemble. Il sera capable de pouvoir le faire, il sera aidé à le faire, et le système en soi, ce nouveau système, sera de toute façon au service et à l'écoute de chacun, pour que ce soit le mieux possible pour tous, sans exception. Tant que une chose ne nuit à rien ni à personne, alors tout va bien. Maintenant, si le fait d'être autonome crée une forme de pollution ou d'irresponsabilité en termes de conséquences, que ce soit sur les individus ou sur la nature, là, forcément,
on y fera attention quand même, hein, parce que la préservation de toutes les formes de conscience et leur intégrité, l'intégrité de leur manifestation ou de leur conscience à l'état propre, sera vraiment prioritaire. Mais dès lors que aucune forme de conscience ne pourra se plaindre des décisions prises, eh bien chacun sera en mesure de pouvoir choisir pour lui-même ce qui lui fait plaisir, tout simplement. Oui, ça doit quand même correspondre à un espace de liberté maximum pour chacun, où l'accomplissement de tout un chacun par ses propres choix sera rendu absolument primordial, sera l'objectif prioritaire de la civilisation qui vient. De toute façon, la priorité fondamentalement absolue ira à la qualité de la conscience. La conscience au mépris de l'inconscience, la conscience au mépris de l'irresponsabilité, la conscience au mépris de la mystique, de la religion, de la philosophie. C'est la conscience qui sera absolument prépondérante. Et qui dit conscience, dit bonne intelligence, dit harmonie. Et l'objectif est que les lois de la nature entrent en parfaite symbiose avec le rythme de vie de l'humain et que l'humain puisse enfin retrouver sa place au sein des règnes de la nature qu'il chapeaute naturellement. Voilà. Et là, ça devrait extrêmement bien se passer. Effectivement, on attend ça avec grande impatience. Alors, remarque de Fabrice, je vous renouvelle à chaque fois mes remerciements et ma profonde gratitude pour votre engagement envers l'humanité. Et je ressens que ces interviews sont vraiment un lien inspirant et transformateur pour ma part, même si vous ne répondez pas forcément à toutes mes questions, et que vous faites grève, entre guillemets, parfois avec un large sourire, voire vidéo 34. Ma remarque, 1 plus 1 égale 1, soit unité plus unité égale unité. Voilà. En fait, c'était une question piège. Est-ce que 1 plus 1 faut encore 2 ? Ah oui, je vois mieux. Vous savez, les niches ont un peu de mal avec le second degré. Hein. Ça, vous nous dites une chose, c'est une chose telle qu'elle est dite. On va pas tellement chercher plus loin. On va essayer de faire un petit effort par rapport à ça, mais ça nous est pas facile. En fait, en l'occurrence, oui, 1 plus 1 égale 1. Là, vous avez parfaitement raison. Au-delà de tous les systèmes, vous avez raison. Bon, par contre, quant au fait de ne pas répondre à toutes les questions, c'est un peu le cas de tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'on en reçoit quand même beaucoup maintenant. Et on est obligé de faire un choix obligatoirement, donc on peut difficilement consacrer 3 à 4 vidéopodcasts aux mêmes personnes, hein, vous comprenez, donc forcément, voilà. Mais on a bon espoir qu'à terme, on puisse répondre à tout pour finir. Enfin, n'hésitez pas à les poser vos questions, vous voyez, on les amène sur le devant de la scène quand même pour finir. Alors, intervenant suivant, qui est un ou une anonyme, et qui demande ceci. Dans l'entrevue 37, vous avez expliqué que l'immortalité du corps ne pouvait se faire qu'au prix de beaucoup d'autres morts et abominations. Si c'est la seule voie, c'est une aberration. On est bien d'accord. C'est la porte ouverte à la déviance de ceux qui s'identifient à leur corps, au pouvoir, à l'envie, au mal, qui s'attachent à cela ou à la vie sur terre telle qu'ils la conçoivent et surtout en leur faveur, qui vendraient leur âme pour un élixir de jeunesse. Diable, ça nous rappelle quelque chose et des gens. C'est bien résumé. Je présume que l'absolu a mis fin à cette aberration. Oui ? Point d'interrogation ? Disons que l'absolu a mis fin aux conditions permettant de faire naître tout ça. Et nous avons, pour notre part, exterminé beaucoup de ces abominations. Effectivement, il reste peut-être des îlots un peu à droite à gauche, mais si vous parlez précisément aussi des vampires, ils sont très très activement pourchassés. On va dire, je vais donner une image, mais elle est assez correcte. Nous avons pas lâché les chiens, nous avons lâché les loups. Et eux s'occupent d'eux à merveille.
Non, c'est quelque chose, ça fait partie du nettoyage à entreprendre pour ce monde, et le problème c'est qu'on peut pas nettoyer une chose en laissant une autre qui risque de prendre davantage d'ampleur. Donc on est obligé de travailler un peu sur tous les fronts en même temps, et Dieu sait qu'il y en a. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Donc on y va progressivement, hein. De toute façon, il y a un rythme pour chaque chose. Le tout, c'est d'avancer de manière cohérente et de manière efficace, de manière à éteindre tous ces foyers et surtout faire en sorte que jamais plus ils ne puissent réapparaître. Ça c'est un fait, effectivement. Alors avec hors de méthode, mais on le fait. Mais oui, on le fait, sans souci. Ah oui, il faut, hein, on peut pas laisser Et encore, hein, vous ne savez pas tout, et ce sera divulgué le moment venu, mais c'est vrai que c'est inimaginable, absolument inimaginable. Enfin bref, alors, intervenant suivant, question de Kino, qui nous dit ceci. Première question. Alors, bonjour cher Ilialana et cher Isidore. il y en a qui suivent les vidéos podcasts, c'est bien. Merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité. À travers vos vidéos podcasts, j'ai pu voir clair dans beaucoup de mes questions qui étaient restées en suspens et par lesquelles je suis éclairé aujourd'hui. Ma question du jour est la suivante. Est-ce que l'Afrique demeurera sous-développée ? Il y aurait toujours cet écart et ce manque qui marque le continent africain par rapport aux autres. Les présidents africains qui, dans leur façon de faire, prouvent qu'ils appliquent le système de l'ennemi, est-ce que leur gouvernance changera après l'arrivée du nouveau paradigme ? Il me semble qu'on a déjà répondu plus ou moins à cette deuxième question, non ? Oui, absolument. J'ai l'occasion de me prononcer là-dessus quand une personne nous demandait est-ce que c'est normal qu'on parle pas aussi souvent de l'Afrique, est-ce que vous éludez, ou alors est-ce que c'est parce qu'on vous pose pas souvent la question. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu. Alors, dans un premier temps, alors je redis, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis, l'Afrique ne demeurera pas sous-développée du tout, parce que ça c'est une volonté ennemie, effectivement, et je redis aujourd'hui ce que j'avais dit à l'époque, en réponse à à la question qui nous a été posée il y a quelques semaines de ça. Il n'y a rien, absolument rien en ce monde, dont une région du monde pourra disposer sans que toutes les autres régions du monde en disposent aussi, de manière absolument égale, en qualité, en quantité, et exactement au même prix, qui jamais, sauf nécessité impérative, ne variera. Voilà, là je pense avoir vraiment résumé la situation par rapport à cette question et ce contexte. Sous-développé, surdéveloppé, sous-industrialisé, surindustrialisé, ça sert uniquement à quoi ? Dominant, dominé, à servir les intérêts des plus forts, voilà, au mépris des plus faibles. Ça, bien évidemment, ce sera définitivement terminé, hors de question. Tout sera mis à niveau par rapport à ce qui sera disponible. Et si on a différentes gammes de produits ou de services ou de possibilités ou de situations ou de... je ne sais pas, enfin bref, peu importe le contexte ou le domaine, eh bien, il n'y a que le meilleur qui sera fourni à tous. Et dès que quelque chose arrivera de mieux, eh bien c'est ce mieux, cette évolution-là, dont tous pourront bénéficier en même temps, aux mêmes conditions, aux mêmes quantités et au même prix. Si tant est que ce soit que ça fasse l'objet d'un commerce quelconque. Hein. S'il s'agit de quelque chose de gratuit, ben ça sera pareil. Voilà. Bon, ça c'est clair. Il faut bien comprendre que un monde unifié, puisque c'est notre objectif absolument fondamental, ça, un monde unifié ne peut pas connaître des disparités qui soient préjudiciables pour les uns ou avantageuses pour les autres. Ce n'est pas possible. Donc, un monde unifié, c'est tout le monde bénéficiera des mêmes avantages, mais aussi donc des mêmes droits, mais des mêmes devoirs, exactement comme tout le monde. Et c'est-à-dire que
Ce qu'on veut éviter de faire, c'est qu'il y ait des mouvements de population d'un endroit vers un autre parce que le pays de destination serait privilégié, aurait des choses dont on pourrait bénéficier, dont on ne pourrait pas bénéficier chez soi. On est relativement pour le chacun chez soi. C'est-à-dire que les Africains doivent rester en Afrique, les Européens en Europe, les Américains en Amérique, les Asiatiques en Asie. Après, chacun pourra aller où ça lui fera plaisir. Le temps que ça lui fera plaisir, même définitivement. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais nous pensons que si une âme s'incarne en Afrique, c'est parce qu'elle a quelque chose à y faire, pas pour aller chercher ailleurs, à la limite. Et un message d'un pays vers l'autre pourrait être diffusé autrement. C'est-à-dire qu'on n'est jamais si bien chez soi que là où on a planté ses racines, parce qu'on l'a fait de manière parfaitement consciente et qu'il y a d'excellentes raisons à ça, tout simplement. Et surtout pas parce qu'on est né dans un endroit qui est défavorisé, pour aller se déraciner, pour aller essayer de trouver une part du gâteau ailleurs où c'est davantage favorisé. Ça c'est non, ça. Personne ne sera favorisé ou défavorisé par rapport à quiconque d'autre. Je parle en termes de possibilités et de ressources manufacturées, évidemment. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours plus d'eau potentiellement près d'un lac qu'en plein désert, évidemment. Ça, Mais bon, il y a des richesses dans le désert qu'on ne trouve pas en bord des lacs, par exemple. Donc, de toute façon, chacun aura la richesse qui est la sienne et la partagera en bonne intelligence avec ceux qui ont d'autres choses, etc. C'est ça. Les échanges seront favorisés. Les déplacements seront autorisés inconditionnellement à tous, sans exception. On contrôlera même pas. Il n'y aura pas de... Si les gens voudront aller ailleurs, ben ils iront ailleurs. Et cette planète est la maison de tous ceux qui y vivront. Une maison. Alors, il y a plein de pièces dans cette maison, évidemment. Mais il sera hors de question de cantonner certains dans le salon et d'autres dans les chambres. Non, chacun va où il veut. Ben c'est exactement pareil. Ce sera pareil. Mais pour ça, il faut que tous les individus potentiellement puissent avoir accès à ce dont tous ont accès et que partout on puisse trouver les mêmes avantages, mais aussi les mêmes devoirs que partout ailleurs. Dans ce cas-là, on sera jamais aussi bien que chez soi, plutôt qu'aller trouver exactement la même chose, mais ailleurs. Maintenant, si on a envie d'y aller, eh ben, vous irez, c'est tout. Non, il ne s'agit pas d'uniformiser, il s'agit de normaliser. C'est pas pareil. Il s'agit de faire en sorte que tout ce qui peut être offert à la nature humaine soit offert inconditionnellement à tous et aux mêmes conditions. Ça c'est fondamental. Alors quand on dit les présidents africains, effectivement ils appliquent les systèmes ennemis, hein, presque plus que tous les autres. De toute façon, l'Afrique est considérée comme un pays d'esclaves, et le président, un président africain, il est tout aussi esclave que les autres par rapport à l'Occident. Mais un président européen, il est esclave des grandes familles régnantes. De toute façon, il n'y a jamais exclusivement que des relations de maître à esclave dans le système ennemi. Et tout le monde est l'esclave de quelqu'un d'autre, même parmi les plus grands. Donc voilà, c'est pernicieux à la base. Donc de toute façon, les présidents africains, non, ils changeront pas leur manière de faire, ils changeront pas leur gouvernance. Il n'y aura plus de président en Afrique. D'ailleurs, il n'y aura plus de nations politiques. Il n'y aura plus d'États-nations. Ce ne seront que des provinces du royaume unifié de Terre-Mère Gaïa. Alors il y aura des administrateurs dans ces provinces, mais ils ne seront pas élus. Ils seront tirés au sort en fonction de leur capacité. À moins qu'il y ait un consensus énorme de la population pour une personne qu'ils savent être ou en laquelle ils placeraient particulièrement leur confiance. Mais sinon, des gens se présenteront et présenteront leur capacité. Leur capacité sera validée. Moi, je suis comme ça, j'ai l'intention de faire ça, ok, vous pouvez passer. Et si ils sont tirés au sort, alors ce qu'ils ont proposé devra être mis en place. Et quelqu'un qui ne proposerait rien, mais qui aurait la capacité, le jeu, qui en aurait envie, le pourrait également. Enfin,
je résume énormément, hein, faut pas faire trop attention, mais du détail, c'est pas... Mais disons que on est là, on est dans cette veine-là. Les gens qui prendront la responsabilité de la gestion des populations humaines sur leur province et des ressources de leur province devront gérer ça de manière parfaite. S'ils ne le font pas, ils se feront virer, c'est quelqu'un d'autre qui prendra leur place. Et nous surveillerons que personne, que rien ni personne ne soit défavorisé, que personne au sein de l'humanité ne soit défavorisé, mais qu'aucune conscience de la nature ne soit défavorisée par rapport aux décisions humaines. Ça aussi. Donc, toutes les formes de conscience devront impérativement vivre en bonne intelligence. Obligatoirement. Donc, président, non, hein. Non, c'est ça l'intérêt aussi. Entre deux pays, on peut se faire la guerre. Mais entre deux provinces d'un même pays, non, c'est fini ce temps-là. D'ailleurs, personne n'a envie de faire la guerre à personne, hormis l'ennemi qui vend des armes et qui a besoin de ça pour se faire de l'argent. Personne n'a envie de faire la guerre, personne n'a envie de partir en... Non, c'est terminé, ce temps-là est terminé. La pensée humaine, l'âme collective de l'humanité a quand même suffisamment évolué pour laisser derrière elle ces histoires de guerre et de conquête. Il n'y a que l'ennemi qui artificiellement l'entretient en faisant prendre des vessies pour des lanternes et en manipulant les gens et les États et les responsables politiques. Donc non, tout ça va très profondément changer, très profondément, obligatoirement. Eh bien, moi, je vais vous dire que on sent qu'on se rapproche du moment où ça va devenir effectif. Et on le sent parce que les gens sont de plus en plus tournés vers un intéressement relatif au menu détail organisationnel qu'ils n'auraient pas forcément compris. C'est pour vraiment bientôt, donc comment est-ce que ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? Est-ce que ce sera comme ci, ce sera comme ça ? Cette préoccupation-là, elle se rapproche. Je pense que les gens sentent qu'elle se rapproche de leur quotidien et du coup, ça leur permet de placer ça en avant-plan de leur existence. C'est très intéressant. C'est très encourageant, surtout. Oui, ça, en termes de proximité, c'est vraiment, vraiment proche, effectivement, ça. On s'en approche vraiment, vraiment. Ça commence à chauffer, effectivement. Alors, deuxième question de Kino. La série télévisée Les Dieux américains, dans sa première saison, nous donne à peu près le message en montrant qu'il existe plusieurs dieux et que nous avons des capacités inouïes en nous, dont on ne se rend pas forcément compte. Est-ce que cette série parue en 2017 fait partie de votre stratégie de changement de conscience ? La chaîne Discovery Science qui a commencé à nous parler depuis quelques années déjà des enlèvements par des extraterrestres des humains, là aussi est-ce une de vos œuvres ? Car nous savons qu'à l'époque, les gens qui en parlaient, des extraterrestres et des ovnis, étaient exécutés. Que dites-vous de la rencontre d'un président américain avec un potentiel extraterrestre de l'univers ? Est-ce vrai ou faux ? Ah, ça aussi. Hein. Bon, en l'occurrence, non, ce genre de choses n'est pas dû à notre action. Nous n'en étions pas capables à l'époque. Mais disons que nous ne sommes pas responsables de toutes les bonnes choses qui arrivent ou qui sont arrivées dans ce monde. Hein. Il faut voir que on a pris un peu le train en marche dans cette histoire, mais le fait que l'humanité, elle, se mette en position d'accéder à quelque chose qui est plus grand, plus vaste en termes de connaissances et de prise de conscience, encore une fois, est déterminé par le fait que les cycles cosmiques auxquels cette planète est soumise changent au fur et à mesure. On a quitté l'âge de fer en 1986. À partir de là, même un peu avant, hein, le niveau vibratoire de la Terre et de la conscience collective de l'humanité s'est mis à grimper. L'état général était suffisamment bon pour que ce retour à l'âge d'or puisse se faire, mais ça a été manifesté par une évolution de la conscience de l'humanité. On ne change pas de cycle comme ça parce que quelqu'un décide de le faire un jour, il trouve ça super, et là on va changer de... Non, hein, il me semble que c'était Jules César à l'époque, il était très proche de l'idée
Bon, c'était un mauvais, hein, bon, peu importe, mais disons que il était très proche de l'idée de ce retour à l'âge d'or. Il avait décidé que, ah ben voilà, c'était le retour de l'âge d'or. Ça marche pas comme ça, hein. Ça, c'est pas lui qui décide. Personne ne décide. Tout le monde décide, quelque part. C'est quelque chose, c'est un élan collectif. Donc, à partir du moment où l'humanité est prête à ça, eh bien, la loi des cycles s'applique. Il y a des mondes qui ne sont jamais passés, enfin, l'âge de fer ne sont jamais passés en âge d'or. Et ils sont morts. Ces mondes, dans leur globalité, sont morts. Ils ont perdu la vie, c'est terminé. Ils sont jamais passés à autre chose. Il faut que la conscience collective d'une humanité aspire à aller plus loin, à passer le pas, à transcender sa situation actuelle. C'est ce qui s'est produit à un moment donné. Donc c'est ce qui a permis cette évolution-là. Ce n'est pas nous qui avons incité à faire. Nous n'étions pas là personnellement à l'époque. Donc de toute façon, moi, je parle en fin d'âge de fer. En 2017, on était là bien sûr. Mais voilà, nous ne sommes pas à l'origine de tout ce qui se passe de bon sur Terre. Heureusement, vous vous rendez compte. Non, l'humanité a elle-même émis les intentions d'un mieux et d'un plus beau, d'un plus grand, de manière à pouvoir enclencher cette réalité-là. Donc, des producteurs de cinéma s'en sont saisis, ont capté une idée. Ah, tiens, c'est intéressant, j'avais pensé à quelque chose. En fait, il s'est pas rendu compte qu'il avait capté une forme de volonté collective, de recevoir d'autres informations plus à jour par rapport à ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Et les scénarii se conçoivent de manière à apporter des idées innovantes qui vont plaire aux gens, parce qu'ils sont en résonance avec ça, parce que c'est eux-mêmes qui ont appelé cette réalité-là. Donc c'est un mouvement naturel qui se produit. C'est ça qui est intéressant. Il y a tout à attendre de cette humanité. Nous sommes là pour baliser, encore une fois, je le dis, je le redis une fois de plus, c'est quelque chose, c'est très dans nos attributions, ça, hein. On sollicite, on déblaye le terrain, on balise, on fait en sorte que vous puissiez avancer par l'élan qui est le vôtre, pas nous mettre derrière et vous pousser avec des pics dans le dos, hein, pas du tout. Ça marche pas, c'est pas la peine Donc, voilà. Tout ça est le résultat d'une évolution de la conscience humaine. C'est un bond dans l'évolution de la conscience collective de l'humanité qui est en train de se faire, qui a pris naissance il y a longtemps maintenant. Au début des années 80, ça a commencé. Début des années 80, 86, ça a été le tout début de l'âge d'or. 85 ayant marqué la dernière année d'âge de fer, de 36 000 ans, un peu plus de 36 000 ans d'âge de fer. Et voilà, tout ça parce que une humanité, ça ne stagne pas, ça évolue toujours. Donc là, on était arrivé à une époque où, eh bien, on a pu passer à autre chose. La loi des cycles s'est enclenchée, un aspect de l'absolu s'est incarné pour pouvoir manifester cet enclenchement-là, parce que ça ne peut se faire que par l'absolu et que dans la matière. Donc il faut forcément que les deux situations se rencontrent. Donc incarnation d'un aspect d'absolu pour ça, dédié à ça, au passage d'un état inférieur à supérieur dans l'encours de la conscience collective d'une planète. C'est ce qu'on appelle un messie, en l'occurrence. Donc il n'y en a pas tous les 5 minutes qui vient, qui se fait adorer par les foules. Ça c'est de l'ennemi, ça, c'est purement ennemi. Non, la fonction messianique, c'est ça, c'est faire passer une conscience collective humaine d'un stade inférieur à supérieur en ouvrant, en fermant des portes, quelque part, qui permettent donc d'enclencher un processus qui accompagne l'appel de l'humanité. Ce n'est qu'une réponse à un appel collectif de l'humanité. Une réponse, et non pas un diktat. C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Donc, la chaîne Discovery Science et l'histoire d'enlèvement extraterrestre abducté, pas plus en l'occurrence. Ça c'est autre chose. Hein. De toute façon... j'ai eu l'occasion de me prononcer il y a peu de temps sur les histoires des abductés, etc. Bon, ça c'est relativement ennemi aussi, hein. Soit ce sont des populations effectivement extraterrestres qui sont là et qui se saisissent de l'humanité pour jouer avec, ou faire des expériences, ou enfin bon bref, en collaboration, en collusion avec l'ennemi de ce monde, ou alors c'est l'ennemi lui-même qui fait passer ses rapts pour des enlèvements extraterrestres. Ça, c'est possible aussi.
Donc, bon voilà, maintenant, ce qui concerne la rencontre d'un président américain avec un extraterrestre, évidemment, ça s'est fait. Ça s'est fait dans les années 50. C'est là que le président Truman, je crois que c'était lui, a créé l'organisation Majestic 12, qui a servi à ça exclusivement. Bon, officiellement, il y avait d'autres raisons. Hein. On peut trouver les détails de Majestic 12 sur Wikipédia, par exemple. Et c'est là que les accords ont été pris avec des populations extraterrestres, c'est-à-dire l'ennemi d'ici a été rejoint par l'ennemi d'ailleurs et ont signé des accords pour piller cette planète de ses ressources en génome humain et en pierreries et en joaillerie. Il y a joaillerie, non, en pierrerie en l'occurrence, parce que c'est des quantités d'or et de pierres précieuses par wagons sont partis ailleurs, dans les autres mondes, parce qu'ils en avaient besoin pour leur technologie, qu'ils étaient un peu à court là où ils étaient. Des montagnes entières ont été transformées en gruyères, sont fait ravager de leur substance minérale pour remplir les caisses de certaines exocivilisations. Et des wagons entiers d'humains sont partis ailleurs pour soit se faire bouffer d'une manière ou d'une autre, ou se faire exploiter, ou se faire analyser. Enfin bref, c'est relativement moche. Mais oui, la rencontre entre un président américain qui de toute façon était considéré comme étant le représentant de l'humanité sur Terre, on s'en fichait royalement des autres pays. Hein. De toute façon, les Américains ont toujours été les maîtres du monde, et puis c'est tout. Donc, eux parlaient au nom de toute l'humanité, et rencontraient aisément des responsables d'exocivilisations, et passaient les accords. Ça c'est clair et précis. D'ailleurs, 15 jours avant son assassinat, c'est quelque chose que John Fitzgerald Kennedy avait décidé de rendre public, de divulguer dans un discours. Ce discours existe d'ailleurs, il me semble qu'il traîne sur Internet quelque part, je ne saurais pas vous le retrouver personnellement, je sais que je l'ai eu sous les yeux, où il expose ça clairement. Bon, ça c'est su, il s'est fait éliminer, entre autres, pour cette raison. Pas uniquement, mais entre autres. Donc oui, ça c'est une absolue réalité qui a eu lieu. Bon voilà. Maintenant, les mouvements entre mondes seront quand même relativement limités. Pas forcément interdit, mais très très surveillé, histoire que stoppe un peu les velléités hégémoniques de domination d'un monde par un autre. Ça il faut que ça se termine absolument. Jusqu'à présent, les civilisations extraterrestres, notamment en âge de cuivre, donc au niveau scientifique très très évolué, jouaient sur je vais dire ça en langage humain approximatif par rapport à ma pensée, jouer sur le flou juridique des lois de l'absolu concernant les différents mondes et les secteurs où étaient appliquées des lois et par rapport aux secteurs qui représentaient des zones de non-droit pour pouvoir se déplacer et faire absolument ce qu'ils voulaient. Ça, la réforme des lois cosmiques a quand même mis un terme à ces possibilités de dérive, et la surveillance, en l'occurrence, de la Prakanda Senamuka à l'échelle cosmique, parce qu'on est absolument partout, rend ça possible, et sur base d'une surveillance extrêmement efficace de notre part. Donc, voilà. Je vous dis, hein, le nouveau paradigme, il n'est pas que pour ce monde. Ce n'est pas juste une réforme économique et sociale et politique sur Terre. Le nouveau paradigme concerne l'ensemble de la création et tous les mondes, l'un par rapport à l'autre et individuellement les populations sur chacun de ces mondes, ici et ailleurs. Donc, c'est extrêmement, extrêmement vaste. Les implications de tout ceci sont énormes. L'enjeu est gigantissime, hein, gigantissime. Oh oui, absolument, absolument. C'est énorme. On ne se rend pas compte. Là, les gens pourront le découvrir vraiment après. Il y aura cette prise de conscience possible
de l'envergure absolument, mais cosmique, c'est le cas de le dire, de ce nouveau paradigme, de cet enjeu considérable, avec donc réforme des lois cosmiques à l'appui, avec une mise au pas de tous les systèmes déviants partout. C'est incroyable, incroyable. Les gens peuvent pas, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut véritablement prendre conscience, à moins d'être plongé dans un contexte qui puisse s'y prêter. C'est difficile de le concevoir comme étant possible. Aujourd'hui, nous, on le voit, mais bon, on participe à tout, donc c'est pas très difficile, forcément. Puis on a une vision quand même beaucoup plus vaste de tout ça, avec un recul énorme. Mais les gens de cette planète qui sortent de leur petit enfer, là, ne voient guère que, oh ben ça va aller mieux avec les banques, oh ben ça va aller mieux avec les politiciens. Bah oui, clairement, c'est certain. Mais bon sang, qu'est-ce que ça va plus loin que ça? Ça me fait rire parce que les gens se rendent pas compte à quel point c'est énorme. À quel point ils vont aussi pouvoir participer à cette vie-là. Bon, il faudra d'abord consacrer les premières années, enfin les premiers siècles, au nettoyage de cette pauvre planète qui en a subi toutes les couleurs. Mais globalement, l'humanité de ce monde va pouvoir collaborer quelque part à l'évolution de l'ensemble de cet univers. L'humanité d'ici aura connaissance des peuples, des exocivilisations, qui elles-mêmes auront connu cette épuration de l'ennemi, qui auront pu s'en débarrasser elles aussi, et du coup on parviendra forcément quelque part à une poignée de main entre civilisations d'une planète et d'une autre. Ça arrivera obligatoirement. Donc le meilleur est vraiment à venir, mais de tellement loin, ce que vous pouvez imaginer, c'est... Oh là là. Le Hiérodarque a choisi d'élever au rang du sacré le merveilleux. Simplement, les signes, les possibilités d'émerveillement de l'être humain, le beau et le bon, l'harmonie et c'est indescriptible. C'est indescriptible. Mais le monde d'après sera très collé sur une image saine, assainie, du moins, d'heroic fantasy. Quelque part, on sera un petit peu dans cette veine-là. Et avec cette élévation du merveilleux au rang du sacré. Pas de la religion, pas du dogme, pas un livre saint, pas une relique. Rien de tout ça. Ça, c'est de la manipulation psychologique, ça, c'est tout. Non, le merveilleux. Imaginez le merveilleux élevé au rang du sacré. Parce que rien n'est plus merveilleux que l'amour-force, la lumière d'une intelligence de cœur, unissant des peuples entiers pour les faire créer un monde absolument sublime au-delà de ce que l'imagination des gens d'aujourd'hui, même les plus imaginatifs, sont capables de pouvoir seulement envisager. Ça, c'est votre monde à vous, demain, et après-demain, et tous les jours suivants. Alors ça vaut la peine de se battre contre ses propres ombres intérieures, et de tenir envers et contre tout. Eh bien, Iliana, voilà quel beau discours. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, je vote pour vous. Vous cassez toute la magie de ce que je viens de dire. Quoi, moi? Vous voulez rigoler? Mais certainement pas, tout au contraire. Je suis pantois d'admiration. Non, mais franchement... si, mais je suis aussi enthousiaste que vous. Hein. Je sais exactement ce qu'il en est, de toute façon. Donc, non, mais c'est... Non, casser la magie, mais certainement pas. Je vous signale, mademoiselle, qu'en tant que Dvish, vous êtes une parfaite incarnation, du moins manifestation, d'une pure émanation du merveilleux élevé au rang du sacré. Vous, personnellement, et toutes vos sœurs avec vous. Ah ouais, hein, j'en suis bien conscient. Hein. Ouais, bon, ben ça va, je vous pardonne. Je vous pardonne, ça va. Allez, bon les amis,
Il reste encore une question, attention, hein, on n'a pas fini. Hein. Alors on va essayer de faire vite, hein, parce que là on a quand même pas mal dépassé la prérogative d'1 heure, donc il faut quand même ne pas trop tarder. Ouais, voilà, on y va. Alors, une question de Claude Dany. Alors je vous la formule et ensuite je vous dis ce qu'il en est. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien tous les deux et merci encore pour le temps que vous prenez pour répondre à nos questions. Ma question est en rapport avec le message d'Ilialana passé lors de la vidéo numéro 38 dans laquelle elle nous demande de nous consacrer désormais sur le temps présent, enfin concentrer en tout cas, sur le temps présent en nous débarrassant de ce qui nous rattache émotionnellement au passé de manière malsaine, en faisant par exemple un travail de décondensation de cette charge émotionnelle. Ma question est la suivante, comment faire ce travail de décondensation ? PS, il me vient à l'esprit, comme réponse à cette question, la pratique d'urinique ou des bonhommes en allumettes. Merci à vous. Alors effectivement, là, à choisir, je vous conseille les bonhommes en allumettes. Hein. C'est clair. Bonhomme en allumettes, qu'est-ce que vous racontez? Mais non. Non. Mais il va croire que c'est vrai après. Il y en a. Ce n'est pas une viche, lui, il ne prend pas forcément au premier degré, vous comprenez? Non, je plaisante, évidemment. Ouais, moi je trouve que certaines plaisanteries sont risquées, hein, quand même. Mais non, allons. Allez, alors, j'associe à ça une question d'Athéna Vénus, encore, mais elle a posé 2 questions dans le formulaire qu'elle a envoyé, là je n'en prends qu'une seule, pour la joindre à la question de Claude Dany, qui est donc celle-ci. Donc de la part d'Athéna Vénus, bonjour. Concernant le message de la Major lors du podcast numéro 38, pourriez-vous être plus explicite sur ce qui est une référence du passé lorsque vous dites qu'il faut absolument s'en défaire? S'agit-il de l'éducation que l'on a reçue, de l'enseignement que l'on a suivi, de l'attachement envers les personnes par exemple? Donnez-nous des exemples concrets afin que l'on puisse mieux cerner la chose, car ça reste très flou. Merci. Bon, alors, ouais... Effectivement, alors c'est peut-être un peu difficile de donner des exemples vraiment précis, on ne peut pas tout passer en revue, hein, mais ce que je trouve intéressant, bon, c'est de toute façon, il s'agit de la même demande de précision par rapport à ça, et ce qu'évoque Claude Dany lui-même dans sa question est intéressant en termes de réponse potentielle. Hein, nous débarrassons de ce qui nous rattache émotionnellement au passé, donc l'attachement au passé, effectivement, émotionnel, de manière malsaine, en faisant par exemple un travail de décondensation de cette charge émotionnelle. Donc oui, c'est ça. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut synthétiser, résumer ça assez rapidement, Elena? Oui, c'est vrai que c'est pas... C'est finalement pas si simple. Le poser comme ça, c'est pas évident. Ouais, alors, non, alors, je vais prendre les détails donnés par Athéna Vénus pour le coup, parce que c'est vrai que c'est assez caractéristique de ce dont il ne s'agit pas. Donc, l'éducation, bien évidemment, non, parce que, disons que tout doit être relativisé. Et évidemment, tout vient du passé. Hein, le présent est issu du passé. Donc, si on se débarrasse de tout ce qui, enfin, tout ce qui est issu du passé, on doit se débarrasser de tout. Absolument tout. Je l'ai dit, hein, il s'agit absolument pas de ça. Hein. Alors, l'enseignement que l'on a suivi, peut-être, prenez quelqu'un qui a fait médecine, et donc qui est médecin aujourd'hui, voilà, exerçant sa profession. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Eh ben, on lui a appris à prescrire des médicaments, donc à bosser pour les labos. Il est incapable de soigner quiconque. Un médecin aujourd'hui, ça soigne pas, ça prescrit des médicaments. Aucun médecin ne soigne. Bon, il y a des médicaments qui peuvent éventuellement atténuer certaines choses, mais dans la masse des pathologies existantes, c'est 3 fois rien. Personne ne soigne rien. On détruit, on tape dedans, et si ça va mieux, tant mieux. Mais c'est tout, ça arrête là un peu. Hein. Donc, mais il s'agit pas vraiment de ça. De toute façon, les nouvelles connaissances de la civilisation qui viennent vont apporter les rectifications nécessaires. Moi, ce que je dis, c'est que, effectivement, bon, Claude Dany parle d'urinique. Et pas des bonhommes en allumettes. Non, c'est vrai, quoi. Non, la pratique juridique permet effectivement de couper ça permet cet allègement, ça permet de faire, de décondenser ces charges. Il est fait pour ce travail, hein. De toute façon, on le vend pas, on n'a rien à gagner à ce que les gens le fassent. Si vous voulez pas, vous le faites pas, puis c'est tout, hein, ça va pas plus loin. Hein. C'est pas un endoctrinement.
Il y a ça, au fond, les gens ont un peu peur. Oh là là, si je fais ça, je vais pouvoir me sortir. Je vais rentrer dans une secte. Là aussi, les obsédés des sectes. Je ferais mieux de se regarder dans le miroir quand même aussi. Enfin bon, peu importe. Mais c'est un travail qui a été conçu pour justement opérer la décondensation des charges qui créent des boulets intérieurs et qui font souvent entrer dans des pensées cycliques dont vous n'arrivez pas à sortir et des programmations qui modèlent votre quotidien. Vous êtes enchaîné à ça, vous n'arrivez pas à en sortir. En défaisant ces nœuds-là, ce que permet ce travail-là, et tous ceux qui l'ont mis en pratique peuvent en témoigner, hein, vous en trouverez sur le forum de la Vacances et l'avocat. Il y en a beaucoup parmi eux qui ont pratiqué ou qui le pratiquent ce rituel. Je vous garantis que ça fait quand même la différence, ils peuvent en témoigner. Hein. Et on n'a pas mis le revolver sur la tempe de quiconque pour qu'il en témoigne à sa faveur. Hein. Je veux dire, à on s'en fiche. Hein. Vous faites pas, c'est pareil. Hein. On donne un outil qui fonctionne, qui est éprouvé. Bon, après, celui qui veut l'utiliser, l'utilise. Mais celui qui en a l'intuition et qui essaye, verra bien que ça fonctionne à merveille. À merveille. Sans effet secondaire. Il faut le faire correctement, il faut suivre les choses telles qu'elles sont données. Il faut pas partir de sa propre initiative en faisant n'importe quoi et en sachant que ça marche pas. Ça c'est comme une recette, hein. Une recette, on vous certifie qu'elle est bonne. Si vous suivez la recette, votre gâteau, vous le réussissez. Et si vous mettez n'importe quoi avec parce que ça vous passe par la tête, forcément, le résultat sera pas le même. Hein. Ben, c'est un peu pareil. Donc oui, effectivement, le runique, c'est la voie royale de la maîtrise de cette situation. Bon, maintenant, pas uniquement. Vous pouvez vous en passer et vous débarrasser du passé si vous avez conscience de l'enjeu que ça représente. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours conscience de ce qui nous habite. En soi, hein, et on cache. Enfin, je dis nous, non, mais enfin, on essaye de faire corps avec l'humanité, de comprendre comment elle fonctionne de l'intérieur. Donc forcément, on s'assimile un peu à elle de temps en temps. Parce que on estime que ce qu'on est capable nous de faire, n'importe qui peut le faire. On a une tête, un trou, deux bras, deux jambes, on arrive à penser comme vous, on sait que ça peut fonctionner. Donc faites-le. À partir du moment où vous comprenez que l'attachement émotionnel au passé est quelque chose de dangereux, eh bien, défaites-vous-en, tout simplement. Il n'y a pas d'exemple concret à donner. On peut, je sais pas, il y a des gens, ils sont viscéralement attachés à leurs petits-enfants, ouais, des personnes âgées qui reçoivent une fois par mois les visites de leurs petits-enfants en début de mois parce que ils ont touché leur pension, ils viennent les ponctionner, puis ensuite ils prennent le fric, ils fichent le camp et puis ils reviennent que le mois d'après. Et ces personnes âgées là s'illusionnent elles-mêmes, entretiennent l'illusion que ils n'ont pas le temps, mais ils viennent parce qu'ils les aiment bien, alors qu'ils savent très bien qu'ils viennent uniquement pour leur pognon, et s'ils n'en avaient plus, eh bien ils ne recevraient plus de visite. Bon, ça c'est un autre exemple à la limite. Je me permets de le caser parce que j'y ai souvent pensé, j'ai jamais eu l'occasion de le dire. Alors voilà, là, faites quand même attention avec vos ancêtres. Ils auront quand même une place prépondérante dans le monde de demain. Faut pas oublier ça non plus. Hein. Ils sont la mémoire de votre génération. Enfin bon. Mais des parents qui sont viscéralement attachés à leurs enfants, leur propriété personnelle, je sais pas, ou alors vous avez la photo de tata, tonton, là, il faut lui rendre un culte à cette photo, il faut la dépoussiérer tous les matins, je sais pas, c'est difficile, même je suis pas attaché à des mémoires du passé. Moi, c'est pas simple de trouver des exemples comme ça. Je suis pas confronté à cette réalité-là. Disons que vous prenez un album photo, si vous êtes capable de le mettre au feu sans vous retourner, avec tout ce que ça comporte, votre mariage, vos petits-enfants, enfin, je sais pas, moi, l'attachement qu'on peut avoir à un album photo, si vous êtes capable de le mettre au feu en disant, bon, de toute façon, voilà, c'est que vous êtes vraiment très bon. Vous êtes très bon. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous résoudre, c'est que il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, je ne demande pas à ce que chacun jette son album photo au feu, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Mais
Essayez de voir ce qui en vous rattache au passé. Ah, mes souvenirs, ah, quand j'étais jeune, ah, c'était tellement bien, ah, si seulement, ah, c'était, oh là 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 là. Et vous passez vos journées à y repenser, à refaire le passé. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Tournez-vous vers l'avenir. Euh, si vous rencontrez quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance et que vous parlez de votre enfance et que ça vous fait pleurer, que vous êtes pas bien après, ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche aussi avec ça. Si vous ne ressentez de la joie et du plaisir que en vous repassant des vieux films ou des vieilles photos. De votre jeunesse, ça va pas du tout non plus. Oui, il faut, on est tous, même nous, à la limite, tout petitement, mais on est quand même tous issus d'une histoire et d'un passé, effectivement. Mais ce passé nous a construits. On ne tire pas notre existence, notre substance, on ne tire pas la légitimité de notre présence, de notre conscience dans le passé, mais dans le présent. Voilà. C'est quelque chose qui a nourri le présent, mais il ne faut pas aller y puiser. On ne doit puiser que dans le présent. Je sais pas, c'est difficile, hein. C'est difficile à exprimer comme ça. Vous séparer d'un témoignage de votre passé ne doit pas vous faire souffrir. C'est pour ça que je parlais de l'album photo, par exemple. C'est très bien. Vous la photo de mariage. Oh là là, la photo de mariage. Oh, mon premier enfant, quand il est né, on l'a pris en photo tout nu sur une peau de bébé. Non, il était bébé tout nu sur une peau de... Je m'embrouille, ma parole. Oh là là là. Je sais pas, j'aimerais tellement vous faire passer l'essence de ce témoignage-là. Je sens que ça, je sens la réaction de l'inconscience, de l'inconscient collectif qui bloque, qui freine, qui veut pas comprendre. Prenez des témoignages de votre passé. Je sais pas moi, ne serait-ce que un pull, ça fait 3 ans que vous le portez, il a été offert par quelqu'un que vous aimez bien. Est-ce que vous arriveriez le mettre au panier parce qu'il est vieux, il vous va plus très bien, ou il est un peu passé, est-ce que vous arriveriez à le jeter? Ou le donner à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, à la limite, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas? Vous voyez, des témoignages de quelque chose qui vient du passé dont vous pourriez vous débarrasser, tout simplement parce que en l'instant présent, il ne vous sert pas spécialement, ou alors qui ramène votre esprit, votre pensée, ou vos sentiments, ou votre émotion vers le passé. Soyez ému par quelque chose du présent, ou une perspective de l'avenir, pas par quelque chose qui n'existe plus. C'est ça, c'est surtout émotionnel à la limite. C'est surtout émotionnel. Si vous êtes émotionnellement neutre par rapport à ça, ça va. Admettons que, je sais pas moi, vous ayez chez vous le feu qui prend quelque part, il y a toute une pièce de la maison qui brûle. Et là-dedans, il y avait des souvenirs, admettons. Comment vous allez prendre ça? Comme une tragédie. Oh mon Dieu, j'ai perdu mes souvenirs. Ou alors, on dit, bon, c'est dommage, hein. Franchement, je regrette, hein. C'est bête parce que j'aimais bien. Mais bon, voilà, quoi. Voyez, essayez, dites-vous, de toute façon, ça c'est peut-être un mauvais exemple parce que ça peut être valable pour tout. Mais, quand même, dites-vous, si la vie prochaine, quand j'aurai oublié la vie actuelle, si la vie prochaine, ce que j'ai aujourd'hui n'aura pas d'importance, c'est que ça n'en a déjà pas maintenant. C'est pas tout à fait vrai. Bon, je grossis un peu pour essayer de donner du relief à ce que je dis. Mais, voyez, essayez de comprendre, méditez dessus. Posez-vous la question, faites silence mental, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me rattache au passé? Et laissez venir les images éventuellement. Bon, il y aura peut-être pas d'images qui viendront, et peut-être pas quelqu'un qui viendra vous parler à l'oreille, ou alors vous l'entendrez pas, c'est plutôt ça. Ou alors, mais peu importe, vous saurez au moment adéquat si ça vous viendra. Il faudra juste faire attention de ne pas le zapper, parce que pour le coup, ça vous dira un peu comme une mouche qui passe, hein. On secoue la main pour la chasser, et puis voilà. Beaucoup de gens font ça avec une intuition forte qui leur vient. Bon, ils la reconnaissent pas comme telle, donc ils
la chasse, ils reviennent sur l'objet de leur pensée mentale entretenue en routine dans l'instant présent. Voilà, essayez de faire le ménage, un ménage de printemps de votre existence, ce qui ne vous sert plus en termes de mémoire, en termes de pensée, de rattachement ainsi à ça. Débarrassez-vous-en, nettoyez. Vous n'allez pas devenir amnésique, mais que les souvenirs du passé soient comme les souvenirs d'un film que vous avez bien aimé, mais bon, sans plus, que vous n'avez pas fait une maladie, ça va pas révolutionner votre existence. C'est un souvenir qui est là, mais il n'impacte pas. Il n'est pas pesant. Il ne donne pas de nostalgie. Il ne donne pas de tristesse. Il ne donne pas de regret. Il est là, c'est tout. Bon. Il faut bien des souvenirs, donc vous en avez. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Vous devez décondenser ce qui en vous rappelle à la tristesse ou au regret ou à ce genre de sentiments négatifs. Il faut vous sentir léger, absolument. Je sais pas si je regrette, hein, c'est un peu difficile pour moi. Je sais ce qui doit être fait, mais donner des exemples de l'existence humaine, c'est quand même assez difficile pour moi. Je peux difficilement témoigner du vécu de votre propre existence aux uns aux autres. J'ai essayé de donner un maximum d'éléments qui seraient susceptibles de pouvoir vous aider à mieux comprendre. Je pense pas pouvoir faire tellement mieux. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je veux dire, vous ne comprenez pas la portée concrète de ce qui doit être fait. Méditez dessus, demandez à votre tutélaire de vous aider, de vous aiguiller sur les éléments. Quand vous serez confronté à ça, ça doit faire partie des choses à se débarrasser. Voyez, ça vous viendra à un moment ou à un autre. Et si vraiment ça vient pas, eh bien, demandez à ce que vous puissiez être débarrassé de ce dont vous devez vous débarrasser, sans que ça vous cause de tort, en le laissant partir. Si vous n'arrivez pas à le faire en amont, eh bien qu'au moment de vous trouver départi de ces choses qui pourraient vous encombrer, des références du passé, que vous les laissiez partir, sans vous braquer, sans vous insurger, sans freiner. Rendez-vous libre de tout ça. Demandez à ce que les meilleures conditions possibles pour vous débarrasser de tout ça vous soient accordées. Voyez, l'absolu en vous et votre fiche tutélaire sont des intelligences. Pas parce que ce sont des consciences très, très, très aiguisées, mais aussi parce que c'est intelligent. C'est l'intelligence, pas stupide du tout, c'est pas mécanique. C'est vraiment intelligent. Et pour nous, l'intelligence est davantage une qualité de cœur que d'esprit. Donc, votre tutélaire vous comprend à la perfection. Elle saura quoi faire. Faites-lui simplement confiance. Dans le pire des cas, alors, ne prenez pas le contre-pied en disant « Oh, moi je fais pas l'effort, elle aura qu'à le faire à ma place quand ça se présentera. » Là, ça marchera pas. Faites vraiment le maximum. Et ce que vous ne pouvez pas faire, demandez à ce que ce soit pris en charge. Et je vous garantis, ça se passera bien. Voilà. Eh oui, pas simple l'exercice. Hein. Bon, en tout cas, merci pour vos efforts, Iléana. Je ne disserte pas davantage sur cette question ou sur d'autres, parce que nous sommes déjà très, très en retard. Je vous remercie beaucoup de vous prêter éternellement à ce jeu difficile parfois, de manière indéfectible et toujours avec la bonne humeur. Merci à ceux qui nous envoient des messages, merci à ceux qui nous écoutent et nous soutiennent. Merci à tous. Portez-vous le mieux possible. Et s'il vous plaît, si cette entrevue avec une viche vous a plu, eh bien merci de la liker, de la partager avec d'autres qui puissent en profiter aussi et puis les apprécier également. Comme d'habitude, les commentaires sont modérés mais ouverts, laissez-y un petit mot, ça nous fera plaisir. Et si vous avez des questions à poser à Prakanda Senamuka ou à Iléana personnellement, pourquoi pas, ce qui arrive parfois, je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle à mgt.link/questions-hautevich afin de nous les transmettre et que nous puissions donc y répondre à l'occasion. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser, eh bien, publiquement, vous pouvez le faire sur le forum de la Prakanda Senamuka à l'adresse prakanda.org
prakanda.news ou bien en privé sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket à l'adresse prakanda.email. Voilà, merci à tous. Je vous donne rendez-vous à lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme l'a rappelé Eliana, tenez bon, ça vaut vraiment la peine. J'espère que nous serons parvenus à susciter en vous, à faire grandir en vous cette envie et ce besoin de passer à autre chose, à un autre monde, à une autre manière de penser l'existence. Je vous garantis, c'est fantastique, ça vaut vraiment la peine. Eliana, un tout grand merci encore une fois, une dernière. Portez-vous bien et à la toute prochaine. Merci infiniment à vous, et merci à tous ceux qui nous écoutent aussi, merci à ceux qui posent les questions. Je dis la même chose que vous, mais c'est vrai, c'est vraiment sincère, ça vient du cœur. Et merci de me donner l'occasion de pouvoir non seulement répondre à ces questions, mais faire passer les messages de la Prakanda Selamuka à l'humanité, par ce moyen en tout cas. Merci beaucoup, et à tout bientôt. Je vous en prie, c'est un plaisir. Allez, bye bye à tous, portez-vous bien, que le meilleur vous soit donné. Et à lundi, si on veut bien. Bye bye les amis.